14 août 1945. Okinawa. Au fond d'une grotte qui sentait la pierre humide et la peur, 23 femmes japonaises se blottissaient dans l'obscurité. Des infirmières encore vêtues de tabliers tachés de sang. Des adolescentes employées aux cuisines, serrant des bols vides. Toutes attendaient ce qu'on leur avait promis. Pendant des années, les films de propagande leur avaient montré exactement à quoi ressemblaient les soldats américains. Crocs, griffes, monstres qui dévorèrent les enfants. Mais quand des pas résonnèrent à l'extérieur et qu'un homme apparut dans la lumière, quelque chose ne collait pas. Il était grand, jeune, parlait un japonais doux, et quand il tendit une gourde d'eau et une barre de chocolat, une femme murmura les mots qui allaient tout faire voler en éclats. Ils sont si grands et beaux, pas du tout des monstres. Mais si les Américains n'étaient nada et pas l'ennemi dont on les avait avertis, alors qu'ils l'étaient. La grotte sentait la pierre humide et la peur. 23 femmes, pressées contre les parois de calcaire, leur respiration courte dans la chaleur d'août. Koyamada serrait le scalpel qu'elle avait volé à l'hôpital de campagne avant qu'il ne brûle, ses phalanges blanchies autour du manche. Elle avait 28 ans et avait autrefois appris aux enfants à écrire leurs noms en traits de pinceau soigneux. À présent, elle recensait dans l'obscurité les visages autour d'elle. Des infirmières encore en tablier, tachées de sang. Des adolescentes employées aux cuisines, serrant des bols de riz vides. 4 femmes plus âgées qui ne parlaient jamais de ce qu'elles avaient enduré avant que les soldats ne les amènent sur cette île. Dehors, l'artillerie s'était tue. C'était pire que les bombardements. Le silence signifiait qu'ils arrivaient. Ko avait vu 100 fois les films de propagande. Soldats américains aux crocs arrachant les femmes, démons dévorant la chair des enfants. Elle pressa davantage son dos contre la paroi de la grotte et tenta de se souvenir d'une prière que sa mère lui avait apprise. Mais les mots ne venaient pas. Des pas résonnèrent contre la pierre. Voix anglaise, rude et gutturale, exactement comme les films d'entraînement l'avaient promis. Puis quelque chose d'impossible se produisit. Datek quitte Kudasai. Please come out, Nzandezu. Vous êtes en sécurité. Du japonais, avec un accent, mais clair. La voix appartenait à un homme debout à l'entrée de la grotte, en uniforme américain complet, les mains visibles, le fusil pointé vers le sol. Il était jeune, peut-être de l'âge de Ko, aux cheveux bruns et aux yeux fatigués. Pas de cornes, pas de crocs, juste grand et portant les couleurs de l'ennemi. Il tenait un drapeau blanc d'une main et une gourde d'eau de l'autre. Ko le vit la première. Elle le fixa, son esprit essayant de concilier ce que ses yeux lui montraient avec ce qu'on lui avait appris à attendre. Les autres femmes commencèrent à avancer, squelettiques et boitantes, se couvrant le visage comme si cela pouvait les protéger de ce qui allait suivre. Elles émergèrent dans la lumière du soleil de fin d'après-midi, s'attendant à des coups, ou pire. Au lieu de cela, des médecins américains avancèrent avec des mains prudentes. Un soldat offrit sa veste à une vieille femme qui tremblait dans un kimono déchiré. Un autre soldat, à peine 20 ans, au visage brûlé par le soleil parsemé de taches de rousseur, s'agenouilla dans la poussière pour panser le pied infecté d'une jeune fille. Son toucher était doux, presque apologétique. « Daijobu » murmura le grand soldat Ako. « Tout va bien. » Il plaça quelque chose dans sa paume, une barre de chocolat, l'emballage imprimé de mots anglais qu'elle pouvait lire mais auxquels elle ne faisait pas confiance. Les démons ne portaient pas de Hershey's. Pendant 3 heures, le camp ressembla à un rêve étrange et impossible. De la soupe chaude apparut dans des tasses en métal. Des bandages propres enveloppèrent des plaies qui suppuraient depuis des semaines.
Un médecin aux tempes grisonnantes s'inclina avant d'examiner chaque patiente, attendant la permission avant de les toucher. Ko observa les Américains travailler avec la même attention méthodique qu'elle accordait autrefois à la correction des rédactions de ses élèves. Ils semblaient s'ennuyer, comme si secourir des femmes ennemies n'était qu'une tâche de plus à accomplir avant le dîner. Elle se permit de croire, pendant ces 3 fragiles heures, qu'elle survivrait peut-être à cette nuit. Une tente fut montée pour les femmes, séparée de celle des hommes, gardée, mais étonnamment confortable. Ko s'allongea sur un vrai lit de camp pour la première fois en 2 ans, sentant la toile sous son dos, au lieu de pierre ou de boue. Son corps aurait dû se détendre. Au lieu de cela, elle resta rigide, attendant que le rêve prenne fin. Puis, elle entendit 2 soldats parler dehors. Leur voix portait à travers la toile. Pauvre fille. La plupart ont été forcés dans ces stations de confort. Tu as vu les bleus sur cette dame âgée? Pas de notre fait. Oui, l'armée impériale a fait ça. Leurs propres gens. L'estomac de Ko se glaça. Elle savait ce qu'étaient les stations de confort. Tout le monde savait, même si personne n'en parlait directement. Mais la propagande avait toujours dit que c'étaient les Américains qui déshonoraient les femmes. Les Américains qui commettaient des atrocités. Pas un officier, pas un général n'avait jamais averti de ce que leurs propres soldats faisaient aux femmes. Comme celle qui restait silencieuse, dormant dans le coin de la tente, elle resta dans l'obscurité, serrant la barre de chocolat qu'elle n'avait pas encore mangée, et sentit tout son monde commencer à se fissurer. Si les Américains n'étaient pas les monstres, alors qui l'était? Si l'ennemi pouvait faire preuve de miséricorde, qu'est-ce que cela faisait de l'empire qu'elle avait servi? Les questions étaient dangereuses, comme toucher un fil sous tension. Mais Ko avait été enseignante. Elle savait suivre une pensée jusqu'à sa conclusion logique, aussi inconfortable que soit la vérité qui attendait au bout. 3 jours plus tard, le camp de prisonniers de guerre avait trouvé un rythme inquiet. Des tentes alignées en rangées nettes. Des cuisines de campagne envoyant de la fumée dans l'air humide et des barbelés marquant le périmètre plus pour la forme que pour la sécurité. Personne n'avait tenté de s'échapper. Où seraient-elles allées? Le sergent Daniel Nakamura devint le pont entre 2 mondes. Il traduisait, oui, mais il médiait aussi les 100 petits malentendus qui pouvaient devenir dangereux s'ils n'étaient pas résolus. Il apprit au GI à ne pas toucher les femmes sans avertissement, à ne pas hausser la voix même dans l'excitation, à ne pas supposer que le silence signifiait consentement ou confort. Il apprit aux femmes que l'heure du repas n'était pas un piège, que les gardes n'attendaient pas une excuse pour leur faire du mal, que demander des médicaments ou une couverture ne serait pas puni. C'était un travail épuisant. Chaque conversation exigeait de lui qu'il se tienne entre la peur et la bonne intention, traduisant non seulement les mots, mais des visions du monde entier. La nuit, seul dans sa tente, il sortait la carte d'identification du camp d'internement de Manzanar et fixait son propre visage qui le regardait depuis derrière les barbelés. Il comprenait ce que cela signifiait d'être vu comme l'ennemi par des gens qui parlaient sa langue. Yuki Tanaka fut la première à franchir la ligne invisible. Elle avait 19 ans et ne savait pas lire, mais elle se souvenait de chaque recette que sa grand-mère lui avait apprise. Le 4e matin, elle apparut à l'entrée de la cuisine américaine et se mit simplement au travail. Elle ne demanda pas la permission. Elle prit un couteau et commença à couper les légumes avec l'efficacité de quelqu'un élevé pour nourrir une grande famille avec très peu. Le caporal James Lewis leva les yeux du réchaud de campagne et croisa son regard. Il avait 34 ans, venait de Géorgie, et sa mère lui avait appris qu'on pouvait tout savoir d'une personne à la façon dont elle traitait la nourriture. Cette fille traitait le chou flétri et les pommes de terre abîmées avec le même soin qu'il accordait au dîner du dimanche chez lui. « Tu connais le cornbread » demanda-t-il, puis réalisa qu'elle ne parlait probablement pas anglais. Il montra la farine de maïs et mima le mélange. Yuki secoua la tête, mais observa attentivement, tandis qu'il mesurait et remuait. Quand il sortit les carrés dorés du four, elle en goûta un et sourit pour la première fois depuis sa capture.
Puis elle fit signe pour du riz et du nori et lui montra comment former des onigiri. Les boules de riz parfaitement façonnées par ses petites mains. Ils travaillèrent ensemble après cela, communiquant dans le langage universel de la cuisine. D'autres petits moments s'accumulèrent, comme la pluie remplissant une tasse. Une infirmière américaine, nommée Sarah Brennan, montra aux femmes comment tresser les cheveux avec de nouveaux rubans qu'elle avait achetés avec sa propre solde. Daniel traduisit les lettres que les femmes écrivaient à leur famille, bien que la plupart ne soient jamais envoyées, parce que les familles qu'elles adressaient avaient été tuées dans les bombardements incendiaires. Kao vit un médecin américain pleurer quand un enfant japonais d'un village voisin mourut de malnutrition à l'hôpital du camp. Elle n'avait jamais imaginé que des ennemis pouvaient pleurer pour vous. Le pic émotionnel arriva quand un photographe du magazine Life visita le camp. Les femmes furent d'abord terrifiées, se souvenant des caméras de propagande qui transformaient chaque image en arme. Mais cet homme était différent. Il demanda la permission par l'intermédiaire de Daniel. Il s'inclina. Il attendit. Quand il leva enfin son appareil, ce fut pour capturer Yuki et le caporal Lewis riant ensemble autour d'un repas partagé, leurs mains occupées par la nourriture, leurs visages détendus. Cette nuit-là, Ko s'assit dans sa tente avec le carnet volé qu'elle portait partout. Elle écrivit en caractères japonais soigneux « Ils sont si grands et beaux, pas du tout des monstres ». Les mots échappèrent à ses lèvres dans un murmure destiné à elle seule. Mais Yuki entendit et sourit. Le noir, Lewis Sen, me rappelle l'oncle, même rire. Daniel passait devant l'entrée de la tente, faisant sa ronde du soir. Il surprit la fin de la confession murmurée de Ko et s'arrêta. Son visage s'adoucit en quelque chose de triste et de compréhensif. Il savait ce qu'on leur avait dit. Il le savait parce que son propre gouvernement l'avait qualifié de risque pour la sécurité et avait enfermé sa famille derrière des barbelés à Manzanar pour avoir des visages qui correspondaient aux affiches de propagande. Il n'interrompit pas. Il continua simplement son chemin, leur laissant ce moment de vérité prononcé dans l'obscurité. Certaines prises de conscience étaient trop fragiles pour être reconnues directement. Elles avaient besoin de temps pour prendre racine. À la 3e semaine, la vie dans le camp avait développé un rythme qui semblait presque normal. Appel du matin, suivi du petit déjeuner. Corvée qui permettait aux femmes de se sentir utiles plutôt qu'impuissantes. Repas du soir où la nourriture japonaise et américaine apparaissait côte à côte sur des plateaux en métal. Les barbelés restaient, mais ils étaient devenus plus symboles que barrières. Personne ne voulait partir. Des plans se formaient. Une représentante de la Croix-Rouge arriva avec des papiers et des assurances. Les femmes seraient transférées dans un centre de réinstallation civile à Yokohama dans le mois. Des efforts seraient faits pour retrouver les familles. Celles qui avaient des compétences se verraient proposer du travail pour aider à la reconstruction. La représentante, une femme fatiguée du Michigan, aux yeux bienveillants, parla par l'intermédiaire de Daniel et promit que personne ne serait abandonné. Ko se vit offrir un poste de traductrice. La Croix-Rouge avait besoin de locuteurs japonais qui comprenaient les 2 langues et cultures. Elle accepta avant d'avoir pleinement réalisé ce que cela signifiait. Que quelqu'un voyait en elle une valeur au-delà de sa capacité à obéir aux ordres, que ses compétences comptaient, qu'elle avait un avenir au-delà de survivre un jour de plus. Les soirées calmes devinrent les leurs, à elle et Daniel, par accord tacite. Ils s'asseyèrent dehors, devant la tente médicale, où une seule ampoule électrique diffusait assez de lumière pour lire. Elle lui apprit le keigo correct, le japonais honorifique, qui exigeait de penser 3 étapes à l'avance sur la hiérarchie et le respect. Il lui apprit l'argot américain, qui n'avait aucun sens grammatical, mais communiquait parfaitement. « You're a good egg », dit-il un soir, essayant d'expliquer l'expression. « Un œuf » fronça Ko. « C'est un compliment. Une bonne personne, digne de confiance. Alors pourquoi ne pas dire digne de confiance ?» Daniel rit, et le son les surprit tous les deux. Le rire avait été rare en cet endroit, parce que les Américains aiment compliquer les choses. Les Japonais aussi, admit Ko. Nous avons 17 façons de dire merci, selon qui parlait qui.
Ce n'était pas de la romance, même si certains jeunes GI chuchotaient sur le traducteur et la jolie infirmière qui passaient tant de temps ensemble. C'était quelque chose de plus profond que l'attirance, un respect mutuel entre deux personnes qui comprenaient ce que signifiait vivre entre deux mondes. Daniel portait sa carte d'internement dans sa poche gauche, comme un talisman. Co portait son carnet volé, rempli d'observations qu'elle commençait seulement à comprendre. Il se reconnaissait d'une manière qui n'exigeait pas d'explication. La semaine devint dorée quand la nouvelle arriva pour Yuki. Une travailleuse de la Croix-Rouge avait localisé son frère cadet dans un hôpital à Tokyo. Il avait survécu au bombardement de leur village, avait été trouvé errant dans les ruines par des soldats américains et se remettait de malnutrition et d'une jambe cassée. Le message incluait une note de l'écriture soigneuse de son frère. « Yuki-ni-san, es-tu en vie ?» Yuki se tint au milieu du camp, tenant la lettre, et pleura pour la première fois depuis sa capture. De grands sanglots qui plièrent son petit corps en deux. Le caporal Lewis apparut avec un mouchoir propre et ne dit rien, se tenant simplement à proximité au cas où elle aurait besoin d'un sol stable. Co la tint jusqu'à ce que les pleurs se calment en hoquets puis en respiration calme. « Il est vivant, » murmura Yuki. « J'ai de la famille. » Les mots se répandirent dans la tente des femmes comme un lever de soleil. Si le frère de Yuki avait survécu, peut-être d'autres aussi. Peut-être les villes n'étaient-elles pas entièrement cendres. Peut-être que la maison existait encore quelque part au-delà des barbelés, de l'océan et de la propagande qui avait façonné leur compréhension du monde. Pendant une semaine dorée, l'avenir sembla possible. Les femmes commencèrent à imaginer des vies au-delà de la survie. Les plus âgés parlèrent doucement de retrouver leurs enfants, de reconstruire. Les plus jeunes se demandaient à voix haute si elles apprendraient de nouveaux métiers, enseigneraient, soigneraient. Co se surprit à esquisser des plans dans son carnet, non plus des observations de traumatisme, mais de vrais plans. Où elle vivrait, comment elle utiliserait ses langues, si elle pourrait aider d'autres femmes à naviguer l'occupation. Daniel observa la transformation avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Il avait vu des choses terribles dans cette guerre. Des corps empilés comme du bois de chauffage, des villages réduits à des cratères fumants. La cruauté ordinaire que les hommes infligeaient quand ils cessaient de voir les autres comme humains. Mais il avait aussi vu cette miséricorde étendue au-delà des lignes ennemies. La dignité restaurée par de petites gentillesses, la résilience obstinée de gens qui refusèrent de laisser la guerre voler leur capacité à faire confiance. Un soir, alors qu'il pratiquait des conjugaisons de verbes sous l'ampoule électrique, elle leva les yeux de son carnet et dit « Merci de nous avoir appris que tous les Américains ne sont pas des monstres. » Daniel croisa son regard. « Merci de nous avoir appris que tous les Japonais ne sont pas des fanatiques. » Aucun des deux ne prononça la vérité plus profonde, que tous deux avaient dû prouver leur humanité à des gouvernements qui en doutaient, que tous deux portaient des cicatrices d'avoir été vus comme des menaces par leurs propres gens. Mais la compréhension passa entre eux quand même, silencieuse et complète. La semaine se termina sur un optimisme calme qui s'installa sur le camp comme une brume matinale. Personne ne prononça le mot espoir à voix haute. Il semblait encore trop fragile pour être nommé. L'ordre arriva un mardi matin, transmis par un villageois nerveux qui ne regardait personne dans les yeux. Un groupe d'officiers impériaux, des durs qui refusaient d'accepter la reddition, s'était retiré dans des grottes dans les montagnes du Nord. Ils avaient entendu parler du camp de prisonniers de guerre. Ils avaient entendu parler des femmes qui souriaient aux Américains, qui cuisinaient leur nourriture, qui acceptèrent leurs médicaments. Le message était bref et clair. Toute femme qui collabore avec l'ennemi est une traîtresse à l'empereur. Quand nous rétablirons l'ordre, justice sera faite. La menace ne précisait pas ce que justice signifiait. Elle n'en avait pas besoin. Toutes les femmes du camp comprenaient le poids de ce mot, la violence qu'il portait, la honte qu'il promettait. Elles avaient toutes vu ce qui arrivait aux femmes accusées de déshonorer leur famille ou leur nation. Certaines choses étaient pires que la mort. Yuki cessa de venir à la cuisine. Elle s'assit dans la tente, les bras autour des genoux, fixant le vide. Le caporal Lewis apparut 2 fois à l'entrée,
avec des boules de riz enveloppées dans un tissu propre, mais elle refusa de les prendre. Les femmes plus âgées se replièrent dans le silence qu'elles portaient depuis le début, leurs visages fermés comme des fenêtres closes. Ko vit tout ce qu'elle avait construit en 3 semaines. La confiance fragile, l'espoir timide, s'effriter comme de la cendre dans ses mains. Puis Tichy rendit tout pire. C'était un traducteur civil que les Américains avaient engagé dans un village voisin. Un homme d'environ 40 ans, aux yeux froids, et à un registre relié de cuir qu'il portait partout. Il prétendait tenir des registres pour les autorités d'occupation, documentant qui avait été dans le camp et quelle aide elles avaient reçue. Mais Ko vit la vérité dans la façon dont il se postait au fil d'attente des repas et aux embrasures de portes, notant chaque interaction, chaque nom, chaque sourire. Il ne construisait pas de preuves pour des tribunaux américains. Il en construisait pour des tribunaux japonais. Elle le confronta en japonais, gardant la voix basse. « Que faites-vous » Tichy leva les yeux de son registre avec quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. « Mon travail, enregistrer la vérité. La vérité pour qui ? Pour ceux qui contrôleront le Japon quand ce sera fini. Les Américains n'occuperont pas éternellement. Et quand le gouvernement japonais reviendra, ces registres compteront. » Il tapa son stylo contre la page. La collaboration a des conséquences. Daniel entendit la conversation depuis l'autre côté du camp et arriva rapidement, le visage crispé de colère contenue. « Vous les menacez. »« Je documente des faits, » répondit Tichy en anglais, puis repassa au japonais pour insister. « Vous pensez être des leurs, Nakamura? Vous êtes aussi traître qu'elle. Cet uniforme américain ne vous rend pas blanc. » Le poing de Daniel atteignit le nez de Teishi avant que Ko n'ait pleinement enregistré le mouvement. Le craquement résonna dans le camp. Du sang éclaboussa le registre en cuir. 2 policiers militaires apparurent en quelques secondes et tirèrent Daniel en arrière, tandis que Teishi se tenait le visage et criait à l'agression. Daniel fut confiné dans ses quartiers en attente d'examen disciplinaire. Le registre fut confisqué, mais le mal était fait. Toutes les femmes du camp comprenaient maintenant que leur nom était enregistré, que leur gentillesse était cataloguée comme preuve, que rentrer chez elles signifiait affronter le jugement de leurs propres gens. L'aumônier du camp essaya d'aider. C'était un homme doux de l'Ohio qui ne parlait pas japonais, mais avait des mains bienveillantes et un sourire sincère. Par un autre traducteur, il dit aux femmes que la guerre était finie, que ces officiers des montagnes n'avaient plus de vrai pouvoir, qu'elles seraient protégées. Mais Kao savait mieux. Le pouvoir n'était plus affaire d'armée. Il s'agissait de honte, de mémoire communautaire, de la façon dont les villages soudaient, se policiaient quand l'honneur était mis en doute. Elle avait vu des femmes lapidées pour des offenses moindres que sourire à un soldat ennemi. Le transfert à Yokohama, qui avait semblé un salut quelques jours plus tôt, ressemblait maintenant à une condamnation à mort. Une fois leur nom sur des documents officiels de la Croix-Rouge, une fois revenus dans la société japonaise, il n'y aurait plus moyen de cacher ce qu'elles avaient fait. Ce soir-là, Ko se tint à la ligne de clôture, regardant l'océan virer au violet dans la lumière déclinante. Elle entendit des pas derrière elle et sut sans se retourner que c'était Daniel. Il se tint à côté d'elle en silence un long moment. « Ils me libèrent avec un blâme, » dit-il enfin. Nez cassé ne vaut pas une cour martiale, apparemment. Ko ne dit rien. Le transfert est toujours prévu pour la semaine prochaine. Je ne sais pas comment rentrer chez moi, murmura Ko. Les mots sortirent brisés, comme quelque chose déchiré plutôt que prononcé. Daniel fixait le même océan, le même horizon impossible. Ses mains serrèrent le fil de clôture jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Moi non plus. 2 jours passèrent dans un silence lourd. Les femmes tinrent une réunion sans présence américaine, parlant à voix basse dans leur tente. À l'unanimité, elles demandèrent à rester dans le camp indéfiniment. Elles préféraient vivre comme prisonnières de guerre plutôt que d'affronter ce qui les attendait dehors. Mieux valait être captive que traîtresse. Mieux valait n'avoir pas de maison que retourner dans une qui les rejetterait. Le commandement américain fut déconcerté. La représentante de la Croix-Rouge revint avec des assurances de plus en plus désespérées. Mais Daniel traduisit la peur des femmes dans des termes que les Américains ne pouvaient pas tout à fait saisir.
Comment expliquer que la miséricorde elle-même était devenue dangereuse? Que chaque acte de gentillesse les avait marquées comme collaboratrices, que dans une nation reconstruisant son honneur, ces femmes seraient des boucs émissaires commodes. Ko passa une matinée à enseigner aux infirmières américaines comment soigner des patientes japonaises, pas seulement médicalement, mais culturellement, comment préserver la dignité lors d'un examen, comment éviter la honte en parlant de fonctions corporelles, comment comprendre que le silence ne signifiait pas toujours consentement ou confort. Parfois, il signifiait l'absence de mots sûrs. C'était tout ce qu'elle avait encore à donner. Si elle ne pouvait pas se sauver elle-même, peut-être pouvait-elle enseigner aux autres à voir l'humanité chez des gens que le monde avait décidé d'être sacrifiables. Yuki cessa de manger. Elle s'assit dans la tente, tenant la lettre de son frère, relisant les mêmes 5 lignes encore et encore, même si elle ne savait pas lire les caractères. Ko la lui avait lu tant de fois que Yuki en avait mémorisé les sons. Les femmes plus âgées se préparaient à la mort, non par violence, mais par désespoir. Elles avaient survécu à la guerre pour être vaincues par la perspective de la paix. Puis, le 3e jour, une lettre arriva, pas du Japon, d'Amérique. Un groupe communautaire japonais-américain de Los Angeles, dont beaucoup d'anciens internés de Manzanar et d'autres camps, avaient lu des articles de journaux sur les camps de prisonnières de guerre. Ils avaient lancé un programme de parrainage. Toute femme japonaise qui le souhaitait pouvait demander à immigrer. Nouveau nom si nécessaire, nouvelle vie, permis de travail, aide au logement, église et centres communautaires prêts à aider. La mère de Daniel, Fumiko Nakamura, faisait partie du comité d'organisation. La lettre incluait une photographie. Une douzaine de femmes, Nisei, devant une église blanche, tenant une banderole écrite en anglais et en japonais. « Vous n'êtes pas seul ». Ko fixa la photographie 10 minutes sans bouger. Ces femmes avaient été emprisonnées par leur propre gouvernement pour avoir les mauvais visages. Elles avaient perdu maison, commerce, vies entières. Et maintenant, elles offraient un sanctuaire à des femmes qui avaient été ennemies quelques mois plus tôt. Toutes les femmes ne choisirent pas de partir. Certaines décidèrent d'affronter le Japon, de retrouver leur famille, de réclamer leur nom malgré le coup. Le courage avait de nombreux visages, et certains ressemblaient à rentrer chez soi-même quand la maison ne promettait que jugement. Ko comprenait, elle respectait cela. Mais Yuki fit demande, 6 autres aussi. Ko hésita 2 jours, puis écrivit sa demande en anglais soigneux. Dans l'essai requis expliquant pourquoi elle voulait immigrer, elle inclut la phrase qui était devenue sa vérité. « Ils sont si grands et beaux, pas du tout des monstres. Et s'ils ne le sont pas, peut-être que moi non plus. » 6 semaines plus tard, le port de San Francisco émergea du brouillard comme une peinture qui prend forme. Ko se tenait sur le pont du navire de transport, agrippant la rambarde des 2 mains. Yuki se tenait à côté d'elle, serrant un papier sur lequel le caporal Lewis avait écrit sa recette de cornbread en lettres majuscules soigneuses. Les autres femmes se rassemblèrent près d'elle, leur corps cherchant instinctivement la sécurité du groupe, même si l'avenir s'ouvrait devant elles. Daniel attendait sur le quai. Il portait des vêtements civils, pantalon gris, chemise simple, aucun uniforme pour le marquer comme soldat ou traducteur. Rien sauf un homme qui avait survécu. Il tenait une pancarte avec leur nom écrit en anglais et en caractères japonais. À côté de lui se tenait Fumiko Nakamura. Elle était petite, aux cheveux gris, aux yeux qui évaluaient tout et aux mains qui ne s'arrêtaient jamais. Quand les femmes descendirent la passerelle sur des jambes tremblantes, Fumiko s'inclina. Ko s'inclina en retour, égalant exactement la profondeur et la durée. « Bienvenue chez vous », dit Fumiko en japonais. Ko voulut la corriger. Ce n'était pas chez elle. Chez elle était un village qui n'existait plus, une école où elle avait enseigné, une vie réduite en cendres. Mais alors, elle vit les autres femmes qui attendaient derrière Fumiko. D'anciennes internées portant des paniers de nourriture, des couvertures, offrant des chambres libres dans leurs appartements. Des femmes qui comprenaient ce que signifiait être vues comme l'ennemi par des gens qui parlaient dans votre langue. Des femmes qui avaient choisi de construire un sanctuaire parce qu'elles savaient ce que cela faisait de n'en avoir aucun. Ko comprit alors que chez soi n'était pas un lieu. C'étaient les gens qui choisissaient de voir votre dignité quand le monde disait que vous n'en aviez aucune.
Cette nuit-là, dans une petite chambre au-dessus d'une église à Japantown, Ko écrivit une lettre aux femmes qui étaient restées au Japon. Elle ne savait pas si elle arriverait un jour. Le courrier entre anciens ennemis était incertain au mieux, mais elle écrivit quand même, parce que certaines vérités devaient être dites, même dans le silence. Elle écrivit « On m'a appris à craindre les gaijins. On m'a appris qu'ils étaient des démons. Mais j'ai appris quelque chose à Okinawa. Les seuls monstres sont ceux que nous créons avec nos mensonges. Je ne sais pas si je cesserai un jour d'avoir peur, mais je sais que je ne cesserai jamais de dire la vérité. » Elle scella l'enveloppe, l'adressa à des noms qui n'existaient peut-être plus, à des villages qui étaient peut-être des ruines. Mais elle alla au bureau de poste le lendemain matin et l'envoya quand même. Parce que les petites vérités, comme les petites gentillesses, avaient une façon de survivre.